Bonjour à tous, on se retrouve dans ce prochain épisode de Offcast avec Raphaël de Askis Club. Je suis très content d'accueillir Raphaël parce que pour moi il a un parcours et surtout un modèle ultra atypique qui est je pense entre la vente de formation, la vente d'infrastructures, d'agences, de SaaS. Enfin, c'est un modèle que j'ai retrouvé nulle part ailleurs en France et c'est pour ça que je voulais interviewer. Donc Raphaël, comment tu vas? Écoute, ça va nickel. Juste, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend très très bien. Je pense que Ok, tout est good. nickel. Ça va nickel. Merci de m'avoir invité et j'ai hâte de pouvoir répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. Ouais, écoute, j'en ai vraiment beaucoup, parce que déjà, à point de vue personnel, je suis très très intéressé par ton modèle, parce que je pense que ça va parler à beaucoup de CEO d'agences, je pense même de CEO de SaaS. Parce que bon, dire pour Mhm. un peu le rappel, je vous parlerai un peu de toi, mais tu as monté une agence jusqu'à 50K par mois, qui te prenait beaucoup de temps, beaucoup de personnel, beaucoup de pression, avec je pense des marges plus ou moins classiques quand tu es en agence, c'est-à-dire 40-50%. Et là, tu as carrément shift, on va dire, de modèle, et aujourd'hui, tu es plus ou moins seul du coup dans ton business et tu génères 70 000 euros. Et d'ailleurs, pour toi, c'est très peu avec 80% de marge. Donc voilà, j'ai hâte, dit comme ça, c'est vrai que c'est quand même très très tentant, donc j'ai hâte qu'on en parle. Mais avant que je te laisse, on va dire, te présenter, ma première question à chaque fois dans ce podcast, c'est quelle était la chose que tu as fait la semaine dernière qui était vraiment game changer pour toi? Ok, alors du coup, la semaine dernière, on a mis en place déjà un système d'affiliation pour simplement recruter des personnes qui vont venir en fait distribuer la pièce maîtresse de mon business, qui est du coup une dynamique vidéo sales letter. Donc grosso modo, c'est une vidéo ou un document qui montre que bah, je suis l'unique et la meilleure option pour mon prospect pour atteindre ses objectifs. Et donc mon but en fait, c'était que le plus de personnes possible bah, distribuent ce document-là sur le marché à simplement ma cible idéale, quoi. Ok, ok, super intéressant. Et du coup, pour être concret, t'as une différence particulière entre une VSL classique ou c'est plus ou moins une VSL plus ou moins classique, on va dire? Euh, en fait, je dirais que comment dire, une VSL classique, en fait, les gens, pour moi, une bonne VSL, je pense que c'est plutôt pertinent de commencer par là. Une bonne VSL, c'est une VSL qui est utile. C'est-à-dire que une vidéo, elle peut durer 20 minutes comme elle peut durer 1 heure et demie, 2 heures. D'ailleurs, j'ai des VSL qui tournent en ads qui durent 1 heure et demie et les gens les regardent, enfin, beaucoup de gens la Ok, regardent en entier. Et la raison derrière ça, c'est parce que j'optimise pour l'utilité. Et en ce sens, ma manière d'optimiser des VSL, en fait, c'est par rapport au retour que me fait le marché. Et ok, donc, typiquement, ce que je fais, c'est que bah, je vois un insight sur le marché où je collecte des feedbacks, que ce soit de mes prospects et de mes clients, et j'update ma VSL selon bah, les feedbacks que je récolte. Et c'est en ce sens qu'elle est dynamique. Et c'est ok. aussi la raison pour laquelle, tu vois, je vais pas. Bah, la plupart des VSL qu'on voit sur le marché, c'est des VSL qui ont pour unique but de vendre et qui n'apportent pas nécessairement de valeur aux prospects qui la regardent. Mon but, c'est que ma VSL elle parte virale de par la qualité de l'information et de par l'utilité qu'elle peut avoir. Si je prends un exemple, j'ai des clients qui visent le haut du marché, enfin le haut du marché des startups, donc qui Ok. visent des VC, etc., qui ont levé plusieurs millions. Et typiquement, j'ai un client qui n'a même pas de call to action à sa VSL. Et en fait, on a fait une VSL qui est tellement banger, qui est tellement en fait utile pour l'écosystème startup que les gens partageaient le document entre eux. Et ben en fait, ça partait viral juste en referral. Et c'est précisément ce qu'on veut chercher. Et c'est la raison aussi pour laquelle ça fonctionne aussi bien, que ce soit en ads ou en prospection, quoi. Ok. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que dans ma tête, à chaque fois, les VSL, c'est un truc que tu mets sur ton site web, ça met 2 minutes, tu t'expliques, on va dire, deux trois cas clients et tu balances un appel à l'action en mode prenez rendez-vous. C'est vrai que ça marche plus tellement. Et c'est que quand j'y pense, de plus en plus, là, j'ai fait un petit benchmark de ce que font, on va dire, les US, enfin, précisément les agences US en cold email. Et c'est que t'en as plein en VSL ou sur leur site, ils te balancent une vidéo de 1h45 sur comment faire du cold email. Et c'est ça leur VSL en fait. Et c'est que du coup, enfin, que ta VSL et que ton truc de vente parte viral d'elle-même, c'est que du coup, c'est le truc ultime, on va dire, si tu fais vraiment de l'acquisition en masse, quoi. Ouais, eh ben c'est un peu aussi le core concept de, entre guillemets, la méthode acquise dont je pourrais parler plus tard. Mais le but, bah, c'est qu'en fait, si ta VSL elle part virale, par essence, tu as des coûts par mille, des coûts par achat, etc., qui sont Ouais. négatifs parce que bah, t'as pas à les payer finalement, parce que tu as du referral tout seul. Il y a des personnes qui vont partager, par exemple, ta VSL sur Twitter ou en tout cas sur d'autres réseaux. Pour Ouais. définir la viralité, c'est vraiment, bah, en fait, c'est quand
quelque chose se propage et qui est hors de contrôle. Et l'idée, c'est justement de faire des vidéos, des documents qui sont si bons que les gens le partagent et que ça parte hors de contrôle, entre guillemets. Donc voilà. Ok. C'est que bon, déjà, je pense que j'aurais plein de questions sur ça. Mais avant ça, je vais quand même te poser quelques questions, on va dire, pour mieux comprendre ton business model. Parce que tu as un truc, comme je t'ai dit, je pense, qui est quand même très particulier. Donc, dedans, je vais te poser des questions pour que l'audience comprenne et pour qu'également moi je comprenne, parce que je te connais déjà un petit peu, mais j'ai pas, on va dire, compris tous les mécanismes de ça. Donc, je suis curieux que Ouais. tu nous en parles et peut-être même avant aussi de faire un petit feedback sur comment tu as commencé ton agence et pourquoi, du coup, tu as arrêté ton agence qui faisait 50K par mois pour ce nouveau modèle, justement. Ok, alors en gros, pendant 2 ans, j'ai eu une agence d'acquisition dans laquelle je faisais principalement de l'outbound. Et grosso Ok. modo, on priçait entre 3 et 5 cas par mois par client. Euh, et en fait, bah, la problématique que j'ai eue, c'était que tous les jours, je me réveillais, j'avais des messages WhatsApp, que ce soit de mes clients, de mes équipes, et bah, je devais simplement répondre à ces messages-là tous les jours. Et en fait, je passais ma vie littéralement à éteindre des feux, quoi. Et alors que moi, on m'avait dit, bah voilà, quand tu commences ton agence, en fait, tu vas voir, tu as juste à déléguer, ça va tourner tout seul. Et la réalité, elle est bien loin de ça. La réalité, c'est qu'en fait, bah, les équipes, tu dois les gérer. Tu dois trouver les bons talents, tu dois t'assurer qu'ils performent, tu dois t'assurer que le système ne casse pas, parce que bah, plus tu recrutes de talents, bah, plus il faut faire en sorte que ces talents-là performent et non seulement ils performent individuellement, mais surtout collectivement. Et donc la Hmm. complexité de ton business, elle augmente. Et bah, plus tu vas recruter, plus ta rentabilité aussi, elle diminue. Et donc, bah, moi, c'est pas ce que je voulais. Et j'étais même arrivé à un stade où, en fait, bah, j'en avais juste marre et je voulais pas signer plus de clients. C'est-à-dire que je me mettais des bâtons dans les roues pour ne pas signer plus de clients. Et donc, c'est littéralement la pire chose qui puisse arriver à un business. Et donc, ce que j'ai fait, et je dirais que c'est un des plus gros risques que j'ai pris de toute ma carrière entrepreneuriale, c'est qu'en fait, je me suis dit, bah voilà, ce modèle me convient pas. Je sais que mes clients, ils ont quand même des résultats sur ce modèle-là. Euh, mais le modèle de livraison d'agence, qui est en full done for you, du coup, ne Hmm. me convient pas. Et je me suis posé la question suivante, mais en fait, comment ça se fait qu'il y a un mec comme Bernard Arnault qui, par exemple, un exemple parmi tant Ok. d'autres, génère des milliards alors qu'il a que 24 heures comme moi dans une journée? Et je me suis dit, mais en fait, le modèle d'agence, jamais de la vie, il pourra m'amener vers ne serait-ce que 10 M par an. Parce que bah, j'allais devoir gérer des dizaines et des dizaines de personnes, mes marges allaient diminuer, etc., etc. Et donc j'ai dû trouver une solution. Et la solution à ça, bah, je l'ai trouvée en prenant, comme je le disais, le plus gros risque que j'ai jamais pris. Euh, c'est simplement en investissant dans des dizaines et des dizaines d'accompagnements, que ce soit dans divers sujets. Euh, donc en l'occurrence, j'ai investi plusieurs centaines de milliers d'euros dans différents accompagnements, et ça m'a pris 3 ans pour développer ma solution actuelle. Et Ok. donc, ma solution actuelle, qui est les infrastructures, qui en fait, si tu veux, est la synthèse de tous les modèles de livraison. Donc déjà, euh, enfin, en tout cas pour livrer une infrastructure, c'est la synthèse de tous les modèles de livraison. Donc, une infrastructure, c'est quoi? Une infrastructure, c'est trois choses. C'est des connaissances, c'est des systèmes, des process, et c'est des talents. Et en fait, si tu veux, Ok. pour définir un modèle de livraison par, par résolution de problématiques, je vais parler aussi de la manière dont on formule des offres, parce que je pense que c'est important pour comprendre Hmm. comment fonctionne une infrastructure. Euh, donc, typiquement, si je veux résoudre une problématique, on va dire une problématique d'acquisition, eh bien, je vais donner de la documentation à mon client. Donc, par exemple, comment faire de bonnes créatives. Même aujourd'hui, on a des prompts IA qui font des créatives aussi bien que des humains. Ok. Comment, par exemple, faire une bonne VSL, c'est le client qui va le faire. Comment faire un bon funnel? Bah, je vais lui donner des templates de funnels déjà préconstruits. Donc ça, c'est un système, par exemple. Ok. Euh, et en fait, si tu veux, c'est un talent, donc un média buyer, qui va lancer les ads. Sauf que, en fait, ce média buyer-là, il n'a pas un rôle d'exécutant comme dans une agence classique. Là, en fait, le média buyer, il va avoir un rôle de documentation. À la fois, il va documenter bah, ce qui best performe en créative, par exemple, ou en funnel, ou en audience, etc. Et aussi, il va utiliser les systèmes et les process
à sa disposition pour performer davantage. Donc au final, un media buyer classique, au lieu de pouvoir prendre que, je sais pas, 5-10 clients d'un coup, il va pouvoir en prendre 2, 3, 5 fois plus. Parce Ok. que simplement, il a du leverage. Il utilise des effets de levier. Donc, des systèmes et des connaissances. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ok. Ouais, c'est vrai que pour l'instant c'est clair. Au moins, ce qui est clair, c'est la répartition entre le do it yourself, done with you et done for you. Donc en l'occurrence, toi, du coup, t'as presque pas done for you, c'est done with you, je pense, avec le media buyer. Et do it yourself, on va dire, avec la formation. C'est plus ou moins ça. Même si bon, c'est un peu résumé, on va dire. Mhm. Si tu veux, je peux parler aussi de comment est-ce que je décide si c'est done for you ou done with you pour porter Ouais, plus de précision. ouais, carrément. Ouais. Typiquement, je dirais qu'une tâche qui est facile à exécuter et qui a peu d'impact, ça va être, on va le faire soit en done with you, soit en do it yourself. Et une tâche qui est difficile à exécuter et qui a beaucoup d'impact, bah là, ça sera done for you. Parce que on veut, par exemple, quelque chose de super important comme le lancement de l'acquisition, eh bien, on ne veut pas se louper. Et donc, en ce sens, on le fait en done for you. Ok, ok, C'est ultra clair? clair. Ouais. C'est vrai que je vais quand même Ok. te poser quelques questions. C'est vrai que présenté comme ça, c'est un peu le modèle, on va dire, idéal dont tout le monde rêve. Parce que, bon, effectivement, d'ailleurs, j'ai pas pointé, mais c'est vrai que quand tu as parlé de tous les pain points de CEO d'agence, bon, bah, éteindre des feux, ouais, effectivement, je pense que bon, je me retrouve pas mal et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent aussi. Et en plus, enfin, moi, j'étais vraiment intéressé on va dire, pour parler avec toi parce que, pour parler, on va dire, de ma niche précise en cold email, je pense que ça se prête totalement à ce genre de modèle parce que c'est exactement ça. Enfin, même les termes, c'est infrastructure de cold email que tu dois un peu connaître, etc. pour tout ce qui est setup, campagne, etc. Et je sais, on va dire qu'il y a vraiment un modèle comme le tien, je pense, qui est à faire et qui est à apprendre, on va dire, en cold email, que j'ai pas encore développé. Je suis en train de le faire, je suis en train d'y réfléchir. Et c'est vrai qu'en fait, la question de qu'est-ce que je fais en done with you, en done for you, etc., c'est vrai que c'est ultra intéressant. Mais par exemple, la question que j'avais, c'était une fois que tu vends ton système du coup à ton client, par exemple, le media buyer, il va quand même y mettre du temps. Tu définis ça en mode, il va y passer 3 mois et à la fin, du coup, c'est la fin de l'accompagnement. Enfin, comment tu arrives à vendre ça, on va dire? Alors, j'aimerais juste rebondir avant sur quelque chose que tu as Ouais, dit, qui est comment est-ce que je définis un modèle de livraison? ouais, Moi, je te poserais plus la question de comment est-ce que tu peux instiller le plus d'effets de levier dans tes actions? Et en fait, tu vois, par exemple, dans ton cas précis, dans le cas du cold email, euh, ce que je ferais, ça serait pas, tu vois, je me poserais pas la question de comment je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir lancer du cold email pour moi ou quelqu'un qui va rédiger des campagnes, ou est-ce que c'est mon client qui fait les campagnes, ou est-ce que c'est moi, ou est-ce que je lui donne des templates? ouais. En fait, je vais me poser la question de simplement, qu'est-ce qui a le plus d'effet de levier pour moi? Et en l'occurrence, aujourd'hui, je pense que c'est super important d'utiliser la technologie, en l'occurrence l'IA par exemple. Je sais pas, Ok, dans ton cas précis, typiquement, il y a des outils comme Clay qui peuvent être super, mais au-delà de ça, ça reste un outil malgré tout qui doit être actionné par un humain. Et je sais pas si tu as vu, mais tu peux développer des agents qui travaillent pour toi en cold email, qui vont lancer toutes les campagnes de A à Z, par exemple, et ça performe aussi bien qu'un humain. Et en ce sens, tu vois, au lieu de réfléchir en termes de modèle de livraison, je réfléchis plus en termes de techno à ma disposition. Et, euh, et là, en fait, ton travail, oui, tu te fais remplacer par l'IA, j'ai envie de dire, mais ton job devient d'implémenter une infrastructure ouais. cold email qui est leveragée par l'IA, j'ai envie de dire. Ok. Ouais, carrément, c'est que je vois. Et c'est que je pense que c'est aussi un peu la barrière que j'ai. Parce que justement, je pourrais pas le faire parce que, dire, je sais pas encore comment on met des campagnes, on va dire, qui tournent automatiquement de A à Z toutes seules et qui sont créées. Alors que toi, je pense que du coup, tu as mis beaucoup de tech dans tes offres. Je sais que tu vois, par exemple, tu as tout ce qui est un peu setter IA WhatsApp, c'est peut-être pas la seule chose. Mais Ouais. concrètement, c'est quoi les grosses avancées tech que tu as mis en place du coup, dans son système? Les grosses avancées tech, je dirais, déjà, il y a le setter IA. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, à chaque fois que quelqu'un opt-in dans un de mes funnels, il reçoit un message sur WhatsApp et il se fait setter pour prendre rendez-vous sur notre offre. En l'occurrence, maintenant, on utilise une méthodologie low ticket et du coup, chaque acheteur, il est seté aussi pour prendre rendez-vous s'il est qualifié. Et ça parle vraiment comme un humain parce qu'on l'a entraîné avec des dizaines et des dizaines de conversations qui ont booké des appels. Ok. Il y a ça, il y a la création
la création de créatives aussi faites par l'IA. Donc on a juste à remplir un formulaire Google Form, donner quelques exemples de publicités qui ont performé. L'IA nous donne vraiment des scripts comme si c'était un humain qui les avait fait. Et la dernière chose, c'est sélection des meilleurs marchés, slash création d'offres, faites par l'IA aussi. Ok. Et juste pour être précis, du coup, sur ton setter IA, en l'occurrence, il bosse full en autonome. Et du coup, je suppose que le mail avantage, c'est que du coup, tu as des coûts par rendez-vous qui doivent être genre délusoires parce que du coup, tu payes juste un email ou un numéro, ce qui est très peu cher quand tu fais un peu d'AS. Parce que je pense que toi, c'est ton funnel. Et du coup, avec ça, c'est comme si tu avais plusieurs setters qui après te convertissaient ça en rendez-vous. Du coup, à la fin, tes rendez-vous sont quand même très qualifiés parce que les personnes, on va dire, Ouais. savent pourquoi ils sont là et ils sont coûtés, on va dire, très peu cher, je suppose. Exactement. Et en fait, enfin, avec mes funnels actuellement, je me fais littéralement payer pour acquérir des clients parce que bah, ils vont opt-in sur une offre entre 7 et 27 euros par exemple. Et ensuite, avec tous les upsells du funnel, ça fait un AOV à 260 environ. Et Ok. à la fin de tous les upsells, de tous les downsells, ils peuvent prendre un call. Et finalement, bah, au lieu de payer des calls, euh, tu vois, entre allez, 100 et 300, 400 euros, bah Ouais. là, je fais des coûts d'acquisition qui sont littéralement négatifs, quoi. Et je me fais payer pour vendre des offres à 10K. Ok, bon, j'avoue que c'est vrai que ça faisait, enfin, j'avais vu ça passer sur Twitter et j'avais pas tellement compris. C'est vrai que bon, ça faisait un peu, on va dire, putaclic dans le sens où je me fais payer pour avoir des clients, mais c'est vrai qu'en fait, présenter ça, c'est vrai que ça marche comme ça. Et pour ceux d'ailleurs que ça choque quelques centaines d'euros par client, sachant qu'on va dire que tu as un panier moyen, je pense, qui est au moins à 10 000 euros, enfin, au moins à 10K plus ou moins, c'est pas du tout déconnant d'avoir des coûts d'acquisition normaux, on va dire, pour une agence qui sont à 300-400 euros du rendez-vous, hein. C'est vraiment, et encore, certains prix Ouais. peuvent beaucoup plus augmenter. Et ça, du coup, on va dire transformer ça en mini formation. C'est vrai que c'est ultra pertinent. Et est-ce que tu penses que du coup ça marche uniquement parce que tu fais plus ou moins des ads et du coup tu as beaucoup de volume? En sens, est-ce que c'est un modèle qui pourrait marcher par exemple si tu fais un peu de contenu et de la prospection et du coup en fait, tu vends très peu d'offres low ticket et du coup après tu as une conversion je pense qui est un peu plus réduite si tu veux après du coup passer en high ticket. Enfin, dans le sens en termes de volume, toi du coup tu vends beaucoup de formations low ticket, Mhm. pas forcément. Le but, de mon funnel, oui, c'est certes de vendre beaucoup, mais en l'occurrence, le marché, il est relativement limité et ce sur quoi on se focus. En fait, si tu veux, aujourd'hui, ça reste malgré tout compliqué d'acquérir des clients. Et mon focus, en fait, ça va pas être l'enjeu que j'ai, c'est pas sur l'acquisition, c'est vraiment sur la conversion et la rétention. En fait, c'est-à-dire que je réfléchis en mode, voilà, dès que j'ai quelqu'un qui arrive, entre gros guillemets, mon focus c'est de l'essorer le maximum, Ok. le plus possible. Et tu vois, aujourd'hui sur le marché, il y a pas mal d'acteurs, et d'ailleurs beaucoup de gens qui me contactent et de clients que je signe parce qu'ils n'ont pas été satisfaits de précédents accompagnements. Et, et du coup, bah, il y a une partie aussi de ces gens-là qui refusent de reprendre des accompagnements, par exemple. En ce sens, moi, le gros enjeu que j'ai, c'est vraiment un enjeu de conversion et de rétention, de garder mes clients. Une fois que j'ai signé un client, mon but, c'est de le garder le plus longtemps possible, quoi. Donc, je me focus surtout sur mon produit plutôt que sur le volume d'acquisition. Ok. Et du coup, dans ces cas-là, si jamais du coup tu as un produit qui est aux alentours, par exemple, des 10 000 euros pour, on va dire, un prix d'entrée, comment tu arrives à faire en sorte que ce client te rapporte beaucoup plus et que tu restes avec lui, on va dire, beaucoup plus longtemps? Parce que même si du coup je sais que ton objectif c'est on va dire, d'essorer beaucoup plus longtemps un client, bah là, ce que tu me dis, ok, bon, le système d'acquisition, tu le vends, il travaille avec le média buyer, après au bout de 2 3 mois, c'est fini. Comment tu arrives du coup à réenclencher une sorte de nurturing et de récurrent? Ok, alors, bah justement, ça fait une bonne transition sur la manière que j'ai de développer des offres. C'est-à-dire que j'ai mon offre back-end qui est à 5 chiffres, dans laquelle je vais résoudre toutes les problématiques de mon client. Donc que ce soit une problématique d'offre, une problématique d'acquisition, une problématique sales, une problématique de livraison, parce qu'on fait implémenter aussi à nos clients le modèle d'infrastructure. Et en fait, je vais me posais la question de quelle est la condition sine qua non pour que mon client
en fait, pour que mon prospect devienne mon client idéal. Et donc c'est comme ça que je vais faire mon offre low ticket. Donc en fait, je vais définir du coup le gap précédent à mon offre back-end. Donc j'ai pris la question à l'envers, mais tu vas comprendre. Non, mais très bien. Et, et donc pour qu'il soit mon client idéal, eh bien il faut il y a un enjeu d'éducation. Donc à la fois de mindset, à la fois de méthodologie, d'éducation sur la méthodologie, euh, et ensuite, il va implémenter, il va éventuellement ou pas implémenter, il va éventuellement ou pas avoir des résultats selon la qualité de son implémentation. Mais au moins, il a vu que le système fonctionne et donc il prend un call, il arrive sur l'offre back-end. Et une fois que qu'il a fini l'offre back-end, eh bien, je vais me poser la question de quelles sont ses futures problématiques. Et du coup, mon offre back-end du back-end, on va dire, elle résout les prochaines problématiques que mon offre Mhm. initiale a résolu. Et donc, ça va être justement, vu que maintenant ils ont un système d'acquisition qui tourne, ils ont des infrastructures qui tournent, etc. Ça va être, donc les prochains enjeux, ça va être comment scaler cette infrastructure, comment, euh, comment du coup retenir ses clients aussi. Et c'est ça l'enjeu du coup de ma dernière offre back-end sur laquelle je les retiens. Mais surtout, je vais les retenir sur autre chose qui est de la data. C'est-à-dire que je vais Ok. pivoter de vendre de l'information en front-end à vendre une infrastructure en back-end Mhm. et à vendre de la data à la fin de mes offres du coup. Et c'est comme ça que je peux les retenir longtemps, c'est parce que, en fait, ils vont me payer littéralement, ils vont me payer pour avoir la recette magique de ce qui fonctionne dans leur niche. Typiquement, toi, tu as une agence de cold email, eh Ouais. bien, moi, je vais te donner, par exemple, tous les funnels qui fonctionnent pour des agences de cold email, tous les créas qui fonctionnent pour les agences de cold email, tous toutes les VSL, etc. Et du coup, toi, ça te rapproche inévitablement du succès. Et c'est comme ça que je retiens mes clients, en plus du coup de résoudre leurs prochaines problématiques. Ok. Et du coup, d'un point de vue opérationnel, parce que je suppose que c'est pas toi qui va aller scraper tous les sites US pour voir comment dire quels sont les VSL, etc. T'as une techno du coup derrière qui fait ça. Comment t'arrives du coup à effectivement être pertinent sur la cible précise d'un client et lui dire ce qui marche vraiment dans son secteur et pas parfois être un peu trop généraliste en mode voici ce qui marche pour les agences de marketing, ce qui est du coup en l'occurrence pas assez Mm. précis. Comment t'arrives à faire Euh, ça? Du coup, encore une fois, en fait, j'applique ce que je prêche. C'est-à-dire que moi, la personne qui s'occupe de l'acquisition, elle va documenter tout ce qui est best performer chez la niche. Il va le mettre dans un Airtable. Et en fait, moi, chaque mois, j'ai à piocher du coup les meilleures créatives et à l'envoyer au client. Et, euh, et du coup, déjà, j'ai ma propre data. C'est quelque chose que les gens ne peuvent pas acheter, stricto sensu. Je ne peux pas me faire copier là-dessus, parce que c'est mon expérience, c'est ma data. Ok. Et vu qu'on a des clients littéralement dans toutes les niches, on est capable d'apporter de la data dans toutes les niches. Donc voilà. Ok. C'est vrai que pour le coup, ça, c'est vraiment impressionnant et ça me fait penser à l'effet de réseau. Enfin, en l'occurrence, c'est vraiment ça. Il me semble que c'était Mm. genre Théo Lyon qui expliquait qu'il mettait ça, on va dire, dans son agence. En sens, un effet de réseau. Vraiment, le plus connu, c'est Facebook. On va dire toute la valeur de Facebook réside dans le nombre d'utilisateurs et dans la qualité, on va dire, des personnes qui l'utilisent. Et en général, du coup, les SaaS et agences n'utilisent presque jamais, ou alors disent qu'ils utilisent en mode oui, on apprend de client en client. Mais concrètement, c'est que toi, tu as fait en sorte que à chaque fois, l'offre soit mieux pour le client N plus 1 que pour Ouais, l'ancien. À chaque fois, l'offre est de mieux en mieux parce que tu utilises ouais, vraiment le réseau. Et c'est que ça, c'est vraiment compliqué de mettre ça concrètement en place et pas juste de dire bon, on s'améliore un peu, donc forcément notre offre est mieux. Et être là, chaque client qui arrive fait en sorte que le prochain client va être encore mieux délivré. Et exactement. j'avoue que ça, c'est fort. Et surtout, même ça aussi, je l'utilise. Tiens, ça, c'est un peu, c'est un bel insight que je vais donner là. On l'utilise même pour notre marketing à nous. C'est-à-dire que, en fait, dès qu'on va onboarder un client, on va lui poser la question aussi de pourquoi est-ce qu'il nous a rejoint. Et du coup, moi, ça me permet de savoir quel message résonne pour mes clients à moi, enfin, pour ma cible idéale, et du coup, d'adapter mon marketing en conséquence. Donc, de faire des promesses différentes, de faire des créatives différentes, etc. Et en fait, littéralement, à chaque fois que je signe un client, c'est
comment dire, c'est un indice supplémentaire sur ce que je dois faire pour en acquérir davantage. Ok, super clair. Petite question avant sur ton offre que j'avais. Est-ce que du coup, forcément, les clients avec lesquels tu travailles t'implémentent ton système d'offres chez eux, dans le sens, obligatoirement, ils vont du coup utiliser une offre qui est du coup plus vente d'infrastructure, entre guillemets, ou alors certains gardent un modèle très très classique et continuent quand même à bosser avec toi? C'est une bonne question. Je dirais que, en vrai, le but, enfin, la, la- une des grosses raisons pour lesquelles les clients nous rejoignent, c'est aussi pour implémenter ce modèle économique. Après, il y a certains business, comme typiquement des SaaS avec qui on peut travailler, qui forcément ne peuvent pas vraiment implémenter ça. Hmm. Ou, euh, ouais, donc oui, je dirais que la majeure partie implémente ça. Ok. Après, je dirais que certains l'implémentent d'une manière un peu différente que nous, on peut le faire, en ce sens que certains veulent avoir des... En fait, certains n'ont pas de... Je ne saurais pas trop comment expliquer ça, mais en fait, certains ont différentes Mhm. contraintes, que ce soit en termes de dépenses selon les business models qu'ils ciblent, etc. Euh, et donc, ils vont implémenter des technos différentes. Et donc, certaines infrastructures auront plus de leverage avec la techno, d'autres moins. Mais au-delà de ça, ouais, l'idée, c'est quand même qu'ils leur rejoignent aussi. Ils rejoignent Akis Club pour la mise en place d'infrastructures, quoi. Ok, ok, je vois. Donc, par exemple, pour un exemple, on va dire concret de ce que moi je pourrais faire, si jamais du coup je rejoindrais, si jamais je rejoignais plutôt Aki's Club, idéalement, ce que tu me conseillerais de faire, tu me diras, si jamais je veux en lire plus ou moins trois offres, un peu comme toi, low ticket, back-end, high ticket, et après, on va dire backup récurrent, ce serait par exemple pour toutes les personnes qui ont moins de, on va dire, 5 000 € à mettre en cold email, tu fais une formation plus ou moins low ticket qui explique comment faire du cold email. Non, Non, pas ça? non, parce que le but de ton offre le ticket, c'est en fait de cibler les gens que tu veux cibler en back-end. On s'en fout d'avoir, tu vois, des gens Ok, qui sont pas qualifiés avant ça. Mais en gros, bah, si là je dois réfléchir rapidement à une offre le ticket ok. que tu pourrais pousser, ça serait genre, euh, ouais, bon, enfin, ouais, comment déployer, enfin, c'est pas vraiment une bonne offre Oui, non, dit mais comme ça, pas de mais genre, problème. ça serait comment déployer un écosystème d'acquisition qui ne demande pas de dépenser en ads ou de créer du contenu et qui tourne en Ouais, automatique, je vois. par exemple. Ok, Ou même d'ailleurs des templates de cold email qui peuvent performer, même si pour moi je ouais, trouve que c'est pas une bonne solution de faire ça. je suis d'accord. Euh, et ensuite, du coup, ton offre back-end, ça serait du coup résoudre une problématique d'offre avec, si tu veux, je peux te faire un partage, je sais pas si ça fonctionne. Comment? Ouais, bah écoute, vas-y, en vrai, tu peux me faire un partage. Dans tous les cas, en fait, je parle de podcast, mais en fait, tout est sur YouTube. Donc écoutez, je pense que les gens regardaient pas l'écran, mais vas-y, en vrai, tu peux faire un partage. Ok, Carrément. je peux l'expliquer en même temps. Mais Hop. c'est vrai que vas-y, au moins, ça fera un peu de contenu YouTube. Carrément, on a une petite masterclass en direct. Mais oui, c'est vrai que, juste avant que tu reprennes, c'est vrai qu'en fait, carrément, j'avais un peu zappé dans le sens, le modèle dont j'ai parlé, en fait, c'est un modèle qui est utilisé par beaucoup d'agences, mais du coup, qui est un peu différent du tien. Par Mhm. exemple, tu vois, j'avais vu ce que faisait Numadeo, une agence de personal brand, c'était ça. C'est-à-dire, en dessous de 10K, c'est une formation, entre 10 et 50K, c'est du done with you, et après, c'est du done for you à plus de 100K. Mais du coup, c'est vrai que toi, c'est quand même très différent, parce que les personnes qui payent 10 € pour un produit, c'est la même personne qui Ouais. pourrait être prête à payer 10K. Donc c'est vrai que c'est là où c'est différent. Exactement. Et surtout, les gens, ils mettent pas de value sur le gratuit, tu vois. Et donc, Ouais, tu vois, tu vas faire une VSL ou quoi que ce soit, tu le balances en ad, bah, les gens, ils vont pas forcément regarder ça en entier. Et donc, c'est pas forcément ce qu'on veut. Et donc, nous, on veut que les gens, ils soient un minimum incentivés, même si c'est très peu d'argent. ouais, Euh, et ensuite, du coup, qu'ils passent à l'action sur la prochaine étape. Mais du coup, toi, ok, par exemple, pour une offre de cold email, bah, on a une infrastructure d'offres ok. avec, tu vois mon écran? Voilà, c'est bon, c'est good. Ok. Peut-être tu peux un Avec, petit peu zoomer pour qu'on voit bien, et c'est good. ouais. Avec, avec des insights, des talents, des systèmes et des process. Donc les insights, c'est quel gap franchir avec notre offre. Donc Ouais, qu'est-ce qu'on met,
là au milieu, c'est choisir un bon marché. Donc typiquement un marché qui peut nous payer, un marché qui peut expérimenter un bon ROI avec notre solution, un marché où il n'y a pas beaucoup de concurrence, etc. Comment définir un bon pricing, garantie, etc. Et c'est un consultant interne qui va implémenter ça et qui Ok. va utiliser. Juste par curiosité, comment tu gères les garanties? Parce que c'est vrai que ça, avec la technique Hormozy, j'ai vu des garanties de fous furieux arriver dans tout ce qui était, on va dire, formation et méthode d'acquisition. T'en mets ou pas, toi, des garanties? Et comment tu les fais? Euh, alors, faut savoir que maintenant, faire des offres à la Hormozy, entre guillemets, c'est plus un avantage concurrentiel parce que tout le Ouais, monde l'utilise. ouais, Maintenant, une garantie sur une infrastructure, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec une infrastructure, on vend pas. En fait, le résultat, c'est pas les bénéfices réels de l'infrastructure, c'est est-ce que l'infrastructure a été bien implémentée, oui ou non. Et donc, si l'infrastructure par exemple, a bien été implémentée, mais que, par exemple, la personne n'a pas remboursé son investissement, là, par exemple, je sais pas, on peut leur faire un remboursement ou quoi. Mais si la personne n'a pas implémenté et n'a pas les résultats, bah, forcément, elle peut pas ouais. bénéficier de la garantie. Du coup, la garantie se base sur l'implémentation et pas nécessairement sur les résultats stricto sensu. Ok. Et Ok, ça. après, du coup, pour la partie cold email, tu as les sales assets à mettre en place, les Ok. funnels éducationnels, tout le bordel, avec un consultant qui s'assure que tout est bien. Pardon, j'ai mal parlé. Et, Pas euh, de problème. Juste, je précise, maintenant que j'y pense, je sais pas si ça va. Parce que là, je vois ton écran, je sais pas si ça va l'enregistrer sur Riverside. Donc, si jamais ça l'a enregistré, vous le verrez. Si jamais c'est pas le cas, bon, dans tous les cas, il a rien montré, on va dire, d'exceptionnel. Mais du coup, bon, tu peux quand même tu nous l'as présenté, mais c'est peut-être qu'on ça, l'aura pas à l'enregistrement. Mais tu peux quand même le garder. yes. Ouais, tu disais. Du coup, en gros, pour t'expliquer, dans chaque résolution d'une problématique, je ne vais pas tout faire parce que ça va être long, mais tu vois d'abord, en guillemets, il faut mettre des sales assets en place. Ouais. Euh, donc, des insights sur comment faire des VSL, comment fonctionne le funnel, sur quoi hoster, etc. Un consultant qui aide à mettre tout ça en place. Une checklist pour s'assurer que le funnel est bien mis en place, des scripts, des séquences de follow-up, etc. Ok. Euh, et là, en fait, tu viens résoudre toutes les problématiques de ton client et tu peux pricer infiniment plus que 2 3 cas par mois. Je sais pas combien tu prices, Ouais. mais du coup, voilà à peu près comment ça fonctionne. Ok. Ok. Bah, pour le coup, vraiment super, super intéressant. Et juste une question un peu que j'aime bien, qui challenge un petit peu. Là, actuellement, t'as un modèle qui est plus ou moins, on va dire, automatique. Enfin, même si du coup, t'es seul, chaque nouveau client, t'as pas peur de le prendre parce que tu peux le délivrer, parce que ça te prend pas beaucoup de temps. T'as compris, on va dire, l'acquisition. Donc, du coup, pourquoi aujourd'hui, t'as pas 10 fois plus de clients, par exemple? Euh, c'est une bonne question et je dirais que la raison, je dis toujours que la raison pour laquelle les gens ils sont pas là où ils veulent être, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui savent ce que les personnes font. Donc, si toi Attends, aujourd'hui, attends, vas-y, j'ai pas tout capté. ok, si Ah par oui, exemple, ok, oh, oui, ok. Vas-y, je te laisse la résumer, raison, ok. la raison pour laquelle toi t'es pas là où tu veux être aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui connaissent la qualité de ton travail, la qualité de ton produit, la qualité de Yeah, toi, ta qualité en tant que personne, etc. exact. Et du coup, c'est un enjeu de distribution. Et la raison pour laquelle moi je suis pas là où je veux être, c'est simplement parce que je me suis focalisé principalement sur la refonte de mon produit plutôt que sur l'acquisition. Et je préfère, encore une fois, comme je le disais, avoir des clients qui sont satisfaits plutôt que d'acquérir plein de clients et que je puisse pas les délivrer comme je veux. Donc là, mon focus sur les 2 derniers mois notamment, ça a été d'avoir un produit incroyable et qui me permet d'avoir du referral et qui me permet de aussi l'adapter aux nouvelles stratégies que j'utilise, aux nouvelles technologies que je peux utiliser. Et donc, je ne me suis pas focalisé sur le fait d'avoir plus d'yeux sur mon offre. Et donc, j'ai lancé un peu d'ads, j'ai fait du contenu, ça m'a rapporté des clients, etc. Mais je ne fais pas autant de contenu qu'avant. Je n'ai pas scalé le funnel d'ailleurs en ads. Mhm. Euh, et voilà, simplement, j'ai répondu à ta question. C'est juste qu'il n'y avait pas assez de personnes qui voyaient mon offre et c'était sciemment fait, j'ai envie de dire. Ok. Ok, ouais.
Carrément, enfin, c'est vrai que, on va dire, ça peut paraître évident et t'as vu les bases, mais c'est vrai qu'à chaque fois, en général, quand tu te poses la question de pourquoi j'ai pas assez de clients, soit c'est parce que du coup, t'as un mauvais service que t'arrives pas à délivrer, et ça, on va dire, ça se règle plus ou moins avec quand tu prends le temps, mais c'est juste que pas assez de personnes savent à quel point t'es bon et passe dans tes funnels, dans le sens, bon, bah, si jamais t'as un taux de closing de 40%, bah, si jamais t'as deux fois plus de personnes qui entrent dans ton tunnel, t'as deux fois plus de ventes, etc. Enfin, parfois, c'est, on va dire, aussi simple et aussi un peu débile que ça, juste plus de volume. Si jamais tu arrives à garder les mêmes conversions, c'est exactement, on va dire, ce qui marche. Ouais, après, Et ouais, inévitablement, comme tu scales, ça diminue, enfin, les taux de conversion diminuent. ouais, Mais oui, l'idée, c'est de rester sur une constante après, quand tu scales, quoi. ouais. Et du coup, tu as parlé d'acquisition, moi, il y a un petit point qui m'intéressait, parce que bon, moi, je passe beaucoup de temps sur LinkedIn. Alors, tu t'es fait ban ton compte une ou deux fois, mais bon, ça, c'est pas forcément la question. Je pense que si jamais il y a un LinkedIn, je vais mettre en description, mais du coup, pas sûr que tu en aies un. Mais pourtant, tu prospectes, enfin, ou alors, tu arrives à avoir des clients sur LinkedIn sans avoir de compte. Donc, je suis curieux que tu nous en parles un peu, parce que ça m'a intrigué, ça. Ok. Alors, comme je l'ai expliqué précédemment, l'enjeu principal pour acquérir des clients, c'est d'avoir des gens qui voient ton offre. C'est la raison pour laquelle moi j'ai rédigé un document, donc une sales letter, qui en fait explique à quel point mon offre est la meilleure et l'unique option pour mon prospect d'atteindre ses objectifs. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recruté donc, un bras droit qui m'aide à la fois gérer mes clients et surtout à gérer une équipe qui en fait va faire de la propagande de ce document-là. Donc l'objectif de cette équipe-là, c'est que elle contacte les personnes en DM en envoyant le document, parce que c'est un document qui est optimisé pour l'utilité. Et donc on Ok. n'a pas cette problématique de oui, tu marcelles avec tes messages, ou les gens ne répondent pas, etc. Vraiment, on apporte de la valeur dans ce document-là. Ouais. Avec leur compte LinkedIn ou avec le tien? Parce que ça, Du c'est coup, avec important. le leur, parce que moi c'est compliqué. Ok, ouais, c'est ça, ok. Donc, je leur fais faire un compte, enfin, je leur donne des process sur Ok, comment avoir un compte optimisé. Je leur donne des process sur quel message envoyer, quel asset envoyer. On le fait aussi en commentaire. Donc, par exemple, toi, tu yes. vas faire un post, imaginons, sur comment fonctionnent des agences, par exemple. Et bah, lui, il peut répondre en commentaire, ah tiens, intéressant ce que tu as mis dans ton post et tout. J'ai pas forcément d'idée comme ça, mais Non, mais tiens, je vois. PS, voici lien du doc. Je pense que ça peut t'intéresser. Et le but, c'est que si tu fais ça sur des comptes d'influx sur LinkedIn, bah en fait, beaucoup de gens vont cliquer sur ton lien, donc beaucoup de gens vont voir ta VSL, donc beaucoup de gens vont comprendre la qualité de ce que tu peux leur proposer. Et bah, c'est comme ça que ton produit il part viral après. Ok, carrément. Et du coup, bah, pour taquiner un peu, sachant que du coup, tu connais, on va dire, à fond tout ce qu'on peut faire en automatisation, pourquoi du Mm. coup, tu n'automatises pas ça? Est-ce que du coup, c'est un élément de langage, le fait de dire que tu avais une équipe, ou alors c'est vraiment des personnes qui le font à la main? Au sens, Ouais. aujourd'hui, même les commentaires, même les DM, tout ça, ça peut être automatisé, ça peut être d'ailleurs même Ouais. très bien fait. Donc, comment tu gères ça? Bah c'est sur la partie outbound pure, c'est automatisé. C'est juste la partie commentaires, parce qu'il faut sélectionner les profils, il faut sélectionner les bons posts et il faut faire le commentaire. Donc en gros, leur seul job, c'est juste propager ça en commentaire, quoi. Ok, ok, très clair. Et Et plus j'ai de personnes, plus j'ai de leads, plus j'ai de clients, quoi. ok, ultra simple. Je précise du coup, petit aparté, dire sur la prospection, je pense que c'est d'ailleurs aujourd'hui ou demain que j'ai mis un post qui répond exactement à ça, sur le fait que il faut apporter le plus de valeur possible en prospection. Toi, bon, c'est plus ou moins de la prospection, ou on va dire c'est du marketing en général. Aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui est personnalisation, IA, etc., tout est de moins en moins valorisé. Vous avez beau envoyer un message ultra personnalisé, comme la personne a déjà reçu 100 précédemment qui sont faits avec de l'IA, qui sont faits avec Clay, etc., ça marche plus tellement. La seule chose pour moi qui reste, c'est vraiment la valeur que tu apportes. Donc, tu vois, par exemple, toi, avoir une 16 letter qui objectivement apporte de la valeur sans même vendre, un PDF que tu mets par exemple, ou enfin un lien que tu mets en commentaire qui apporte de la valeur. Moi, dans mes prospections, maintenant, je fais plus ou moins que ça. C'est juste, je t'envoie comment faire une prospection de A à Z. Même sans moi, tu peux le faire. Et si jamais t'as pas envie de le faire, bah là, du coup, tu passes par moi. À chaque fois, le truc de, par exemple, je vends la méthode et enfin, je donne gratuitement la méthode et je vends l'implémentation. Mm. Donc, ouais, en vrai, carrément, carrément aligné pour ce point-là. Ce que tu peux faire,
Et je dirais même quelque chose de plus pertinent pour tes prospects. Parce qu'en vrai, c'est quoi ta cible exactement? Par exemple, moi, c'est les agences et les SaaS qui, on va dire, ont déjà au moins un ou deux commerciaux, enfin, qui peuvent encaisser, on va dire, 20-30 rendez-vous par mois. Ok. Bah, tu vois, typiquement, un SaaS, ce que tu peux faire, c'est une sales letter sur les effets, les effets de la prospection LinkedIn sur la valorisation d'un SaaS. Et tu crées des modèles comparatifs en mode modèle 1, voici croissance d'un SaaS sans outbound sur LinkedIn. Yes. Modèle 2 avec, tu vois, tu mets des graphes, etc., avec toutes les métriques dont ils ont besoin. Donc, typiquement, s'ils font des ads, euh, bah, tu peux mettre les CPM, les CPL, les CTR, etc., toutes les métriques dont ils ont besoin pour, entre guillemets, scaler. Et tu compares ces métriques-là avec les métriques qu'ils pourraient avoir euh, sur leur valo d'entreprise avec juste de la bande LinkedIn. Et du coup, ils verraient que bah, le CPM drop à zéro, les coûts d'acquisition drop aussi, et du coup, sur leur EBITDA ou sur peu importe enfin, la valeur Ouais. d'entreprise, tu peux faire ça et ensuite tu peux apporter de la value sur bah, comment faire une bonne prospection, mais du coup, justifier mathématiquement ta transformation, tu vois. Ok. Ouais, ultra smart. En plus, ça rejoint un peu le côté que tu disais, à chaque fois, toi, tu montres que tu es l'unique et la seule solution pour tes clients. En ce Ouais. sens-là, parce que, en fait, parfois, quand tu fais des prospections, si tu fais des prospections, on va dire, un peu classiques, par exemple, en cold email, tu vas être à la fois mis en concurrence avec tous tes concurrents qui font pareil, et avec les autres qui font pas pareil, qui font des ads, par exemple, mais on va Mm. dire qui ont le même résultat à la fin, qui sont des rendez-vous. Alors que c'est vrai que du coup, avec ta solution, si tu leur montres que c'est la seule et unique méthode ou solution pour leurs problèmes, en fait, du coup, tu es hors concurrence et tu es plus ou moins, on va dire, seul sur ton marché, je pense. 100%. Et ouais, du coup, je pense que c'est quelque chose que tu pourrais mettre en place. Après, ouais, c'est que de la justification mathématique. Et je dirais que c'est aussi comme ça que tu peux signer des très gros deals à 100K et plus. Parce que tu vas avoir une startup et tu leur mets des modèles comparatifs sous le nez. Bah, ça fait sens pour eux, au-delà, tu vois, de tout le storytelling que tu peux faire, de tout ce que tu peux faire pour vendre. En fait, ce qui parle à la fin, c'est les maths, quoi. Ouais. Et voilà. Ok, ouais, carrément. C'est vrai que j'avoue que ça me parle pas mal pour ça. D'ailleurs, j'ai ajouté petite mention du coup au premier épisode que j'ai fait avec Magnetly de Louis. Je viens d'utiliser dans ma LP et c'est un calculateur de ROI en direct. Donc la personne d'ailleurs remplit tout ça et à la fin, tu l'expliques par exemple combien elle perd à ne pas travailler avec toi. Je viens de le mettre du coup sur ma page, vous allez checker et vous pouvez aller checker. On va dire que Magnetly qui font un lancement dans la semaine prochaine, il me semble. Donc il y a de la force un petit peu sur ça. Autre détail également, je précise que je fais que du cold email et pas de la prospection LinkedIn. T'en as parlé, c'est juste que je vais me faire harceler après en commentaire. Et déjà qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de prospecter sur LinkedIn et c'est chose que j'ai arrêté. Voilà, petit Pour, aparté. pour quelle Et raison d'ailleurs? alors, pour le coup, ça marche très bien. Je suis le premier à dire que, la prospection LinkedIn, ça marche très bien. Et la prospection, on va dire, multicanal marche encore mieux. Donc, par multicanal, j'entends cold email, cold LinkedIn et cold call. Bon, il y en a plein d'autres, on va dire, mais c'est quand même les trois plus connus quand tu fais vraiment de la pure prospection. J'ai arrêté par choix parce que du coup, je voulais faire 100% focus et avoir une seule offre, un seul produit que je délivre facilement, encore une fois. Donc, certes, mes clients pourraient peut-être avoir 5-10 rendez-vous en plus par mois si j'ajoutais, on va dire, LinkedIn aux prospections cold email. Mais moi, pour le coup, ça me nécessiterait beaucoup plus d'énergie que ce que je fais actuellement. Donc, j'ai préféré, on va dire, me focus à faire uniquement ça. Après, effectivement, je pense que c'est quand même challengeable. Enfin, je vois que du coup, tu y réfléchissais. Je sais pas si ça te semble logique. En tout cas, moi, c'était comme une fois, on va dire, un calcul de ROI. Ça rapporte un peu plus à mes clients, mais moi, ça me fait quand même perdre beaucoup plus en opérationnel. C'est beaucoup moins scalable. Donc, on va dire, récemment, j'ai abandonné ça et je fais que du cold email. Pour l'instant, je pense que je vais garder ça avant de passer, par exemple, je parlais 50K et peut-être qu'après, une fois que tu as un modèle qui marche, tu peux après, on va dire, te diversifier pour faire d'autres choses. Mais pour l'instant, on va dire, que c'était mon choix. Je sais pas ce que tu en penses. Ou changer de modèle de livraison qui te permet d'apporter plus de résultats à tes clients. Ouais, de toute façon, je te voyais arriver un peu, mais je savais. Mais oui, mais pour le coup, enfin, pour être honnête, c'est vrai que j'y pense de plus en plus. Et je me pencherai un peu sur ta solution parce que, ouais, parce que du coup, dans ces cas-là, enfin, j'allais pas dire, on va dire, sky is the limit, mais c'est vrai que si jamais tu vends des choses, ça te coûte presque pas grand-chose d'ajouter, on va dire, une grosse ressource à la prospection que tu vends. Et du coup, en fait, je pourrais faire ça facilement, c'est ça? Mm. Enfin, c'est pas facilement, mais ouais. Ok. Que ce soit ouais, rédaction des scripts, que ce soit même le launch de tes campagnes, c'est quelque chose qui peut se faire tout seul
Et ouais, tu aurais juste besoin, en vrai, d'une seule personne pour délivrer toute ton offre à scale, quoi. Ouais, en plus de toi. Ouais, carrément, je suis d'accord. Je suis Mais, actuellement. Mais mais ouais. oui, du coup, t'avais d'autres. Tu voulais parler d'un autre sujet qui était, du coup. Ouais, alors j'en avais pas mal, hein, pour le coup encore. Bah déjà, juste pour être un peu précis, c'était quoi ton sujet actuel? Le gros sujet, on va dire, sur lequel tu as un peu plus de difficultés et sur lequel tu es en train de bosser en ce moment? Euh, le sujet business ou général? Tu peux faire les deux et ça m'intéresserait d'avoir les deux d'ailleurs. Ok. En vrai, en général, je dirais que en fait, mon plus gros ennemi, c'est moi-même. C'est-à-dire que je dois vraiment me forcer pour rester, comment dire, pour rester concentré de longues heures et pas, et aussi être discipliné sur un certain nombre de points. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de résoudre. Après, pour ce qui est de l'aspect business, il y a, comment dire, le challenge que je pourrais avoir dans l'aspect business. C'est intéressant. Bah, je dirais, c'est simplement, ouais, craquer le, comment dire, Euh, avoir plus de résultats, comment avoir plus de résultats sur YouTube? Parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, YouTube, c'est le réseau qui apporte le plus de leverage. Et c'est super que tu fasses ce format-là aussi Hmm. de podcast et que tu aies une chaîne YouTube. Parce que finalement, une vidéo, tu la crées une fois et elle est distribuée bah, X fois, le nombre de fois que l'algorithme euh, souhaite la distribuer. Et donc, énormément de leverage. Et, euh, et tu vois, en fait, même là-dedans, je réfléchis de la manière suivante, c'est que qu'est-ce qui me permet d'avoir le plus de résultats et en faisant le moins d'efforts, bah, c'est finalement les Hmm. vidéos YouTube. Alors que tu vois, par exemple, un post LinkedIn ou un post Twitter, bah, il a une durée de vie qui est très limitée. Une vidéo YouTube, dans 2 ans, tu peux te la faire recommander et tu bénéficieras toujours des bénéfices que c'est de faire une vidéo. Donc, ouais, moi je dirais que c'est surtout l'enjeu de YouTube. Je me suis lancé sur un nouveau format qui est le format vlog, qui en vrai me fait plaisir de faire. Mais là, je suis en train de me poser la question de comment est-ce que je pourrais partir plus viral sur YouTube. Et j'ai déjà quelques pistes de réflexion. Je peux te les partager si ça t'intéresse. Ouais, bah, c'est vrai que je pensais pas qu'on allait du coup directement partir sur YouTube, mais c'est vrai que je voulais carrément parler parce que du coup, j'ai fait. Alors, je pense que toi, t'avais commencé sur YouTube un peu récemment, mais du coup, tu t'es relancé presque en même temps que moi. Tu vois, moi aussi, je suis plus ou moins à 300 abonnés, j'ai lancé un peu les vlogs parce que pareil, je suis persuadé que c'est, on va dire, le média maître et en termes de scale, il n'y a pas mieux parce que, bah, même si parfois sur LinkedIn, etc., tu as quand même une communauté et j'avoue que LinkedIn m'a quand même beaucoup aidé, surtout pour lancer on va dire, ma chaîne YouTube. C'est que ça reste à chaque fois une date de vie, on va dire, qui s'arrête. Alors que si tu as des vidéos, on va dire, comme on dit, evergreen un peu, qui restent dans le temps, elle peut te rapporter des leads, genre des mois après. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui se passait. Ma première vidéo, c'était juste un tutoriel de l'Emlist, qui je pense a passé les 1000, 2000 vues récemment. Et j'ai encore des personnes aujourd'hui qui me parlent de cette vidéo-là. Donc je suis d'accord que YouTube, c'est un gros enjeu pour moi. D'ailleurs, je pense que c'est mon plus gros défi, donc je suis curieux qu'on en parle. Donc ouais, t'as un peu de trois, on va dire, d'idées sur comment Ouais. péter, on va dire, un peu plus viral sur YouTube. Ce qui est quand même compliqué de faire du viral sur YouTube, je précise. Plus compliqué, Bah, je pense, quand même, que sur LinkedIn ou sur Twitter. en fait, j'ai regardé quelles sont les vidéos qui ont permis aux plus gros youtubeurs de devenir viral. Et le dénominateur commun, c'est qu'ils faisaient tous du contenu dans un environnement extrême. Et malgré tout, tu vois, Ok. les gens, ils rewardent l'effort, tu vois. Et ils voient que tu fais l'effort, que tu te mets dans des conditions difficiles, etc. Et bah, tu vois, par exemple, MrBeast qui dit PewDiePie, je crois, pendant 24 heures, c'est quelque chose Ouais. d'extrême. Où justement PewDiePie, il a commencé à percer quand il faisait des vidéos sur des jeux d'horreur. Donc c'est des conditions entre guillemets extrêmes. Ok. Logan Paul, idem, il a commencé à percer parce que il regardait, enfin, il faisait des trucs dans des trucs hantés, etc. Donc Ouais. quelque chose bah, d'extrême encore une fois. Et en fait, je me suis dit que qu'est-ce qui m'empêchait de parler business dans des conditions extrêmes? Et donc Ok. là, c'est mon prochain pari, c'est ce que je vais faire. Je vais, je sais pas, aller euh, parler business dans une voiture de course où je me fais trimballer, ce genre de choses. Et je pense que
En fait, tu vois, mon pari, c'est que ça serait genre, mon acquisition, ce serait le chaud et le froid. C'est-à-dire que le chaud, ça serait mon contenu front-end qui est un peu mème, qui est un peu axé viral, etc. Mhm. Et par contre, mon top scene, là, c'est une VSL très sérieuse où ça parle vraiment business sévère, quoi. Ok. J'avoue, pour le coup, ça, les US sont très très forts là-dessus. Au sens, parfois, tu vois des chaînes totalement déjantées qui font genre du coup bien pire que juste des trucs extrêmes. Et à la fin, du coup, ils vendent des programmes ultra sérieux sur n'importe quel sujet. Mais Mm. j'avoue que je m'attendais pas. Enfin, je voyais le côté extrême et du coup, je pensais que tu allais, on va dire, être extrême dans ta manière de travailler. Par exemple, je lance un business et en 48 heures, je dois faire ça, etc. Je pensais pas que littéralement, tu allais faire des trucs extrêmes en mode je suis dans une voiture de course ou alors je vous parle business alors qu'il fait -20. Mais en Ouais. vrai, ouais, j'ai hâte de voir ça, pour voir si ça marche carrément. Et du coup, je vais tester ça et en vrai, on verra. Et je pense que, encore une fois, à la manière des offres, euh, comment dire? Il y a un vrai phénomène de commoditisation, que ce soit sur les offres ou sur le contenu. Tout le monde fait les mêmes offres, tout le monde fait le même contenu. Et Ouais, je pense qu'il faut savoir se sortir de, de ce cercle vicieux-là. Et d'ailleurs, on pourra parler des offres aussi qui sont commoditisées, mais je pense que les gens, ils ont besoin d'un vent d'air frais sur le contenu qu'ils consomment. ouais, totalement. Et c'est dernière question plus axée sur le contenu, parce que c'est une problématique que j'ai vraiment actuellement, on va dire, sur ma ligne édito, surtout sur YouTube, dans le sens, on veut tous avoir plus d'abonnés, forcément, on va dire, c'est l'objectif sur YouTube, mais on veut quand même des abonnés qualifiés, dans le sens, si aujourd'hui je fais un top 10 des choses pour devenir, je sais pas, pour gagner 10 000 € par mois, ou alors ce que j'aurais aimé savoir quand j'étais freelance, etc., je sais que ça peut possiblement, on va dire, faire des gros chiffres, m'amener beaucoup d'abonnés, mais pas forcément qualifiés. À l'inverse, je peux faire un truc ultra, ultra niche qui m'amène quelques abonnés ultra qualifiés. Comment tu fais la part des choses dans le sens, toi, par exemple, avec les chiffres que tu fais, tu pourrais faire un peu des vidéos qui soient ultra, ultra mainstream, qui tapent des dizaines de milliers de vues, mais du coup attirer une audience qui n'est pas qualifiée. Comment tu arrives, on va dire, à faire un peu la part des choses entre ces deux choses-là? Euh, Bah pour l'instant, ça serait pas honnête de ma part, tu vois, de te donner une réponse fixe parce que même moi, pour l'instant, j'ai pas réussi à. En fait, j'ai pas envie de tomber dans ce contenu business, justement, les X choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai lancé mon Ouais, business, etc. Parce que, encore une fois, bah, commoditisation et donc forcément, les gens, ils s'en foutent. C'est comme actuellement, on voit qu'il y a pas mal de contenu POV, un entrepreneur à Dubaï, 24 heures dans la peau d'un entrepreneur à Dubaï. Ça, c'est le type de vidéo que, malgré tout, je pourrais faire, qui, tu bah, l'as un peu fait, non, d'ailleurs? Enfin, à Budapest, c'était plus ou moins ce oui, modèle-là. oui, j'ai testé et en fait, c'est pas que ça apporte pas de valeur, mais c'est qu'en fait les gens il y a une fatigue de l'audience vis-à-vis de ça, tu vois. Et Hmm. c'est la raison pour laquelle je pense que bah, le meilleur pari c'est de faire des choses qui n'ont jamais été faites dans l'aspect business auparavant. Et ouais, je vois pas d'autre solution en fait, parce que après si tu fais du contenu genre super super niché dans le business, tu fais pas de vues. Si tu fais Ouais, du contenu trop mainstream, tu fais pas de vues. Donc autant faire les deux, quoi. Parler business dans un cadre mainstream. extrême. Ouais, Ouais. ou Non, extrême mais ou oui, pas. non, je reconnais. Mais ouais, carrément. Ok. Et juste pour revenir un peu du coup sur le premier défi que tu as abordé brièvement sur, on va dire parfois un peu ton manque de motivation et comment tu te focuses. C'est vrai que pour le coup, là actuellement, du coup, bah, tu étais à Budapest. Bon, là, je pense que tu es revenu en France pour me dire que tu vas plus ou moins, on va dire, voyager. Je pense que c'est prévu dans les prochains mois, prochaines années. Je ne vais pas forcément m'avancer pour toi. Tu as également fait le choix, on va dire, d'être solopreneur. Donc, du coup, même si tu as pas mal de personnes qui orbitent autour de toi, ton business, tu le gères quand même en solo. Et sachant, on va dire, de là où tu en es, tu pourrais aller chercher beaucoup plus, peut-être plus rapidement en employant des personnes, je pense, chose que tu as faite avant. Du coup, c'est quoi un peu ta vision, on va dire, du business? Est-ce que là, tu donnes à fond du coup pour le business parce que tu as un objectif précis en tête? Est-ce que du coup, tu estimes que juste le business est plus ou moins au service de ta vie? Comment tu gères ça, sachant que tu es quand même solopreneur et qu'en vrai, il y en a de moins en moins, j'ai l'impression. Malgré ce qu'on dit, en vrai, beaucoup de gens à chaque fois veulent paraître plus gros, dire qu'ils sont beaucoup, dire qu'ils sont une team, une agence. Comment tu gères, on va dire, ce fait d'être solo et de prendre du temps peut-être un peu pour toi? Pas forcément. Euh, Bah, Beaucoup de déjà, les questions gens, en une, hein. Je te laisse. ouais, ouais, ouais. Je te laisse. Les gens, déjà, quand ils se définissent solopreneurs, en réalité, ils sont freelance, quoi. Et Ouais. moi, je suis pas freelance, hein. Je vends pas stricto sensu du service. Je vends l'implémentation d'une Ouais. infrastructure.
Et du coup, ça, c'est la première nuance. Et ensuite, bah, effectivement, moi, j'avais plus envie de gérer des équipes, j'avais plus envie d'avoir les problèmes inhérents au fait de gérer une agence. Et donc, malgré tout, j'ai des gens qui travaillent pour moi, mais c'est quand même des gens qui, enfin, c'est, tu vois, comme je t'ai expliqué avant, enfin, au début de l'interview, en fait, si vous voulez, en gros, j'emploie une agence pour lancer l'acquisition de mes clients. Et Ok. du coup, bah, j'ai tous les bénéfices de l'agence sans ses inconvénients. Et donc, je suis pas nécessairement tout seul, mais enfin, oui, je dirais que je gère mon business tout seul, mais après, j'ai quand même des personnes externes qui viennent gérer tout ça. Et la raison pour laquelle j'ai décidé d'implémenter ce modèle aussi, c'est parce que bah, en fait, ouais, j'ai juste envie, enfin, comment dire, même si tu veux, mon business, il est hyper processisé. Genre, chaque action, Mhm. je sais quand la faire, je sais comment la faire, je sais pourquoi la faire, et tout mon business est processisé. C'est-à-dire que chaque call que je fais avec un client, eh bien, j'ai quand est-ce qu'on fait ce call, pourquoi on le fait ce call, comment le call se passe, toutes les étapes, comment définir si le call s'est bien passé, et quelles sont les prochaines étapes ensuite, par exemple, à la suite du call. Et même si tu mets tout ça en place, bah, un humain, il trouvera toujours le moyen de faire quelque chose à sa sauce. Et c'est quelque chose que j'ai pas envie de, c'est quelque chose que j'ai pas envie de gérer. C'est des problèmes que j'ai pas envie d'avoir. Et donc, je dirais aujourd'hui que oui, effectivement, j'ai designé mon business à la fois pour de l'efficience purement capitalistique, mais aussi Ok. pour moi l'aspect personnel, parce que bah, j'ai pas à me soucier de gérer des équipes, j'ai pas à me soucier de, j'aime travailler avec mes clients. Euh, je suis content de travailler avec mes clients. C'est pas une, c'est pas quelque chose qui me peine, quoi. Et, euh, et ouais, je dirais que je suis largement plus heureux que quand j'avais mon agence. Il n'y a pas match, quoi. Donc, Ok. je dirais que mon business est au service de ma vie, quoi. Du coup, bah, là, tu as parlé un peu du coup du côté perso. Je suis curieux de savoir un peu comment tu mets la balance entre du coup et le pro et le perso, sachant que du coup tu vis à Budapest, là du coup tu vas repartir, je pense, en Thaïlande. Et tu as Mm. dit là du coup que ton, on va dire, ton service était au service de ta vie. Et je pense ce qui m'a l'air en tout cas d'être vraiment le cas pour toi, parce qu'on va dire c'est facile de dire ça pour un CEO d'agence par exemple qui se fait harceler et qui éteint des feux toute la journée. En Mm. soi, c'est vrai que je pense que comme tu n'as pas ce modèle-là, tu peux vraiment dire que ton business est vraiment au service de ta vie. Comment tu gères un peu ton équilibre pro-perso actuellement? Euh, bah, pour le coup, je suis quand même un gros nerd du business. C'est-à-dire que j'aime vraiment ça, tu vois. Ok. Je, je fais des recherches dans des trucs, etc., super précises. Euh, donc en fait, je dirais que ma vie, c'est en vrai 80% de business, 20% de vie perso, on va dire, mais juste parce que bah, Ok. vraiment j'aime ça, tu vois. Et en soi, dans ma vie perso, c'est pas, tu vois, des trucs super extravagants. Enfin, les seuls trucs que je fais dans ma vie perso, c'est quoi? Bah, je pars en voyage, euh, j'aime bien les voitures, je joue aux échecs. euh, c'est grosso modo ça, quoi. Après, bon, Ok. ouais, c'est rien de, c'est rien de fou, mais je suis réellement passionné par certains sujets business et du coup, bah, je vais creuser là-dedans, quoi. La majeure partie de mon temps, je vais penser à certains trucs business, la majeure partie de mon temps. Et donc, ouais, ouais, c'est vraiment, j'aime ça, quoi. Donc, j'ai pas peur, tu vois, de mettre une barrière trop haute, j'ai envie de dire. Ok. Et Et par contre, c'était quoi? Ouais, dis-moi. ouais, non, j'ai demandé, et toi, du coup, c'est quoi la barrière que tu mets un peu? Ouais, bah actuellement, je suis en train carrément de la revoir d'ailleurs. Ça tombe bien parce que même cette semaine, je suis en grosse réflexion. Dans le sens où je me rends compte que je suis allé voir récemment les objectifs que je m'étais mis, on va dire, il y a 6 mois, il y a un an. Mm. J'ai déjà, on va dire, déjà explosé, on va dire, tous ces objectifs-là. Donc, je ne suis pas forcément à ton niveau, mais on va dire, à mon échelle, j'étais là, bon, bah, là, je m'étais promis que je ferais une pause quand j'arriverai là. Et là, j'en suis. Et je fais pas du tout de pause. Et j'ai l'impression, on va dire, d'être carrément en retard parce que du coup, il faut que je fasse 10 fois plus. Et c'est vrai qu'on dire réaliser ça, ça m'a fait un peu flipper dans le sens. Bon, à chaque fois, tu vois, on est là, il faut toujours pas faire en sorte que le bonheur soit à un moment donné, mais que ce soit, on va dire, sur le chemin. C'est le truc le plus classique, on va dire. Enfin, ça sera pas à un moment donné, mais ça sera sur le chemin. Et c'est que je l'ai carrément oublié parce que je me rends compte que bah là, je m'étais promis que je ferais des pauses et que je me calmerais un peu quand j'en serai là.
Aujourd'hui, j'en suis, je suis content de ce que j'ai fait et j'ai tellement d'ambition que du coup, je me mets trop la pression. Donc actuellement, je me suis forcé et je suis fier de moi, tu vois, à mettre, ok, bon bah, peut-être que je vais prendre un peu moins de clients ce mois-ci, peut-être que mes deadlines, elles vont prendre une semaine ou 2 semaines en plus. Et en vrai, c'est fine parce que je peux faire d'autres trucs. Donc ouais, c'est toujours une balance qui est très très compliquée. Mais avec beaucoup de contenu aujourd'hui que tu as sur YouTube, par exemple, bah, comme tu as dit, un peu tout ce qui est vlog, etc. C'est vrai que je vois des gars de 18 ans qui font genre 100 fois plus que moi. Je suis là, mais non, mais comment c'est possible et tout, je suis en retard. En vrai, il y a toujours des gars qui font beaucoup plus que toi. Mais bon, chacun joue à son propre jeu, on va dire, donc faut pas forcément se laisser s'embrigader là-dedans, je pense. Tu sais, ça me fait penser, tu parlais de bonheur, etc. Parlant du postulat que le but de la vie, c'est d'être heureux. Ouais, vas-y. Il y a justement une phrase de Camus, d'Albert Camus, qui m'a vraiment marqué dans le mythe de Sisyphe. C'est c'est qu'en fait, le but de la vie, enfin, c'est ce qu'il explique, c'est que le but de la vie, c'est de trouver un but, et que pour trouver un but, il faut faire des expériences. Et en l'occurrence, si tu regardes, euh, quand tu... En fait, le process, c'est une expérience, tu vois. Et tester de nouvelles choses, c'est faire une expérience. Et c'est aussi bah, se rapprocher vers le fait de trouver un but. Euh, Tu vois, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai trouvé mon but parce que j'ai expérimenté tout ce que j'ai pas voulu faire précédemment, comme par exemple le fait d'avoir une agence, ou comme par exemple, avant d'avoir mon agence, je revendais des sneakers, tu vois. C'était pas quelque Ok. chose qui me plaisait stricto sensu. Du coup, je pense que ouais, le but, c'est vraiment de faire des expériences. C'est la raison aussi pour laquelle je fais des voyages. C'est la raison pour laquelle j'investis une majeure partie de ce que je gagne bah, dans le fait de faire des expériences. Donc, voyage, resto, peu importe. Et, euh, et je pense que, en tout cas, moi, enfin, cette approche, elle m'a vraiment aidé dans la vie de tous les jours à dire que je suis plus heureux, effectivement. Ok, ok. Et bah d'ailleurs, du coup, t'as un but maintenant qui est précis? Avec tout ce que t'as vécu, là, tu disais que du coup, t'as un but qui est plus clair. T'en as un quand même en tête ou pas? T'as rien écouté à ce que je viens de dire, en fait. Si. Non, Euh, j'ai écouté, mais tu disais que t'avais un but plus clair. Ton but, ouais, c'est juste de vivre plus d'expérience, c'est ça? ouais, Je, ouais, je- de je pensais faire que des... Ouais, ouais, t'avais un truc un peu plus précis. Ok. c'est de faire des expériences, mais tu vois typiquement, bah, là, la prochaine expérience que je vais faire, c'est faire des deals à 6 ou 7 chiffres, par exemple. C'est une Ok. expérience que je vais tester, tu vois, c'est un nouveau marché que je vais tester. Et, euh, et ouais, je veux tester ce genre de truc. Après, ouais, en perso, j'ai pas vraiment, tu vois, d'idées, mais je sais que j'ai envie d'essayer, ouais, de nouveaux, de voir plus loin, quoi. Ok, carrément. Et par exemple, du coup, essayer, on va dire, c'est dit la 6 ou 7 chiffres. T'as une Mhm. idée, on va dire, de comment tu vas y finir ou c'est juste pour l'instant une idée un peu vague? Ou t'as quand même un Ouais, plan pour arriver à ça? ben, soit ce que je remarque, c'est que même des business qui font 500, 1 million par mois, eh bien, ils ont des contraintes, tu vois, que ce soit d'acquisition, de business model, etc., qui peuvent être, entre guillemets, facilement résolues. Et je pourrais implémenter le même type d'infrastructure que j'implémente actuellement pour des business qui font 10 entre ouais, 10 cas par mois, par exemple, Mhm. euh, pour des business qui font 500 1M par mois. Et, euh, et du coup, bah, simplement, j'aurais juste encore une fois, à prendre mes modèles, à faire des modèles de comparaison, qu'est-ce qu'ils ont, quel est le manque à gagner, quoi, et leur vendre ça, bah, le prix qui est justifié, selon moi, de pricer, quoi. Et, euh, et voilà. Ok. Tu trouves qu'il y a une limite ou pas dans ce modèle-là? C'est vrai qu'à chaque fois, on est dit, on va dire, on est bon dans un service, donc idéalement, si on va viser, on va dire, les plus gros clients du marché possible, on part du principe qu'en vrai, il n'y a pas de raison pour qu'ils achètent pas, du coup, pour qu'ils achètent forcément au prix fort, parce que du coup, ça leur apporte plus de valeur. Tu penses qu'il y a quand même une limite dans le fait juste de, tu prends ton modèle, tu le dupliques, tu changes un peu ton marketing et ton approche, et ça marche, ou quand même à un moment, tu as une limite dans le sens, tu peux pas avoir des aussi gros poissons que ça, on va dire, en termes de clients. Euh, non, je pense pas qu'il y ait de limite. Enfin, j'ai travaillé avec des business qui font plusieurs millions par an. Et en vrai, le cycle de vente change un peu, mais grosso modo, le process de livraison reste sensiblement le même. Je précise sensiblement parce qu'il y a quand même d'autres contraintes qui rentrent en jeu, comme
Par exemple, juste au niveau de la livraison, par exemple, ça change un peu parce que tu t'adresses pas directement au CEO ou Ouais, tu c'est vrai. t'adresses à quelqu'un qui va l'implémenter, qui va implémenter tout ça. Euh, mais non, il y a pas vraiment de limite. Et je dirais que justement, en fait, ces personnes-là, bah, c'est un cercle très fermé. Et moi, c'est mon but, in fine, tu vois, de cibler ces personnes-là. Euh, En fait, c'est juste qu'il faut savoir leur parler à ces personnes et savoir avancer les bons arguments. Encore une fois, des arguments qui sont utiles. Euh, donc voilà, je pense Ok, pas qu'il y ait de limite. ok, très clair. Ouais. Et du coup, dernière question un peu pour clôturer ça. Si jamais on se retrouve, par exemple, le début là, actuellement, du coup, on est le 4 novembre. Si on se retrouve, on va dire, début 2025, là, du coup, dans 3-4 mois, on va dire. Est-ce que tu as déjà une idée, on va dire, de où tu seras? Est-ce que tu as des objectifs, là, du coup, pour Akis Club et pour ta vie? Dans 3 4 mois, mon Ouais, objectif, c'est d'être entre 100 et 150K cash collecté. ok, Et, et après, peut-être. Ouais, c'est tout, hein. C'est ok, tout. C'est pas très fun, mais c'est mon objectif, quoi. ok. Donc 150K cash collecté à partir de janvier 2025, idéalement. Avec, du coup, ton même modèle pour l'instant. Avec ce modèle-là. Et surtout, bah, pas recruter plus de personnes. Et bah, ça va se faire parce que là, du coup, ce que j'ai fait précédemment, c'était un move long terme sur le fait de bah, revoir mon produit, etc. Et maintenant, bah, je peux le distribuer sans coût de réplication supplémentaire. Et voilà. Ok, très clair. Et juste en termes de contenu également, est-ce que tu te fixes des objectifs ou alors tu vas plus ou Ah, moins en mode test? ouais. Effectivement, bah, le contenu, mon objectif, c'est de rester le plus constant possible. Donc Ok, effectivement, j'ai un enjeu de contenu aussi. J'aimerais bien développer ma chaîne d'ici 3 4 mois, arriver peut-être aux 1000 abonnés, qui sait. Et, ok, euh, et du coup, voilà. ok, nickel, très très clair. C'est mes deux Bah écoute, objectifs principaux. ok, parfait. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup déjà pour ton honnêteté. Du coup, tu as été ultra honnête sur tous les chiffres, sur, on va dire, sur ton parcours. En vrai, c'est ce que je cherche on va dire, à travers ce podcast, donc je pense que ça plaît. Est-ce que, du coup, en description, je mettrai à chaque fois un ou deux liens. Si on veut en Mhm. savoir plus sur toi, tu renvoies vers où? Vers YouTube, du coup? C'est quand Ouais, même vers ma ton chaîne main. YouTube, principalement, ouais. Ok, nickel. Écoute, je mettrai ta chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs également à vous abonner du coup à ma chaîne. J'ai vu que vous êtes apparemment 30% d'abonnés qui regardent les podcasts et 70% du coup ne s'abonnent pas. Bon, je sais que ça fait partie du jeu, mais du coup, si vous voulez regarder à chaque fois tous les épisodes, et d'ailleurs là on commence sur un rythme d'un podcast par semaine, et là j'ai des très très gros invités avec lesquels je viens de tourner, donc soyez prêts, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Pareil, allez checker celle de Raphaël. Du coup, Raphaël, je te dis déjà merci beaucoup pour ton honnêteté, et du coup à très vite, peut-être qu'on se reparlera en janvier pour voir où t'en es. Yes, merci à toi.